Bien, bonjour à tous. Donc voici la suite du cours, le cours numéro 4 sur la thérapie manuelle orthopédique et les lombalgies communes. Donc ici on va aborder aujourd'hui la partie plutôt thérapie manuelle orthopédique. On va préciser un petit peu ce qu'il en est en Belgique en particulier, mais aussi un petit peu au niveau international. Donc la thérapie manuelle orthopédique, il y a eu une définition, un consensus qui a été voté donc en 2004 par la Fédération internationale de thérapie manuelle, donc l'IFOMT. Donc ici, l'IFOMT, International Federation of Orthopedic Manual Therapists, Physical Therapists. Et donc ça a été voté en 2004. Et donc la thérapie manuelle est une spécialisation de la thérapie physique ou de la physiothérapie, de la kinésithérapie donc, pour le traitement des troubles neuro-musculo-squelettiques qui se basent donc sur un raisonnement clinique utilisant des traitements hautement spécifiques, incluant entre autres des techniques manuelles, mais pas que, et des exercices thérapeutiques. Donc c'est vrai que le terme thérapie manuelle peut prêter à confusion, on pourrait penser qu'il y a uniquement la thérapie manuelle, c'est-à-dire hands-on dedans, alors que ça intègre tout à fait tout le hands-off, que sur l'éducation thérapeutique du patient, la prise en charge cognitivo-fonctionnelle, les exercices actifs, contrôle moteur, renforcement, etc. Donc on voit bien dans cette définition que ça reprend l'ensemble des différents outils. Malgré cela, il y a encore des résistants, ou des gens qui ont envie d'avoir des œillères pour raison X ou Y, qui pensent que la thérapie manuelle c'est uniquement un traitement manuel, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas depuis plus de 16 ans, hein, d'après cette définition-là. Donc il était temps de se mettre à jour pour les gens qui pensent encore que la thérapie manuelle c'est uniquement un traitement passif avec les mains. Il y a toute la prise en charge active qui est très très importante et toute la communication évidemment très importante aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que le terme peut prêter à confusion. Maintenant voilà la définition officielle de la FOMT, on verra aussi que c'est la définition qui est reprise dans l'arrêté royal en Belgique. Donc voilà, il faut être update par rapport à tout ça et arrêter pour certaines personnes, pour certains, de faire le buzz en disant que vouloir faire le buzz en disant que les thérapeutes manuels sont que des pousseurs d'épineuses, comme certains disent, ce qui est très loin d'être le cas. Donc la thérapie manuelle, en plus, est donc dirigée par les évidences scientifiques qui sont disponibles, les preuves cliniques, le modèle biopsychosocial propre à chaque patient, et donc on retrouve l'intégration du modèle Evidence-Based Practice dans la définition de la thérapie manuelle. Donc voilà, c'est important de bien comprendre tout ça. Donc il y a effectivement donc, un raisonnement clinique qui est assez développé, cependant qui peut être, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, qui peut être propre, d'abord qui est propre à chaque thérapeute, c'est une première chose, et qui peut être influencé par la culture du pays ou du continent, ou voire encore du concept prioritaire par lequel le patient se sent le plus inspiré, ou a le plus de croyances éventuellement. Donc idéalement, on devrait avoir une ouverture d'esprit et essayer d'avoir une approche qui soit la plus intégrative possible, et prendre dans les concepts, différents concepts qui existent, prendre ceux qui ont été prouvés à travers le filtre scientifique. Donc voilà, on est tous malheureusement parfois influencés par des expériences, etc., qui font qu'on s'oriente plus vers une pratique, alors qu'il faut essayer d'avoir une approche qui soit beaucoup plus large. Alors, guidé par les meilleures évidences scientifiques, donc ça c'est vraiment important de bien le comprendre, on est vraiment guidé par ces meilleures évidences scientifiques et la spécificité du modèle biopsychosocial propre à chaque patient. Si vous voulez savoir un petit peu plus, en Belgique, la reconnaissance de la thérapie manuelle, donc elle est reconnue maintenant à présent comme par arrêté ministériel, comme spécialisation de soins de kinésithérapie et comme soins de santé, d'accord. Et donc on a écrit un article avec des collègues sur justement la définition, les caractéristiques, la mise au point donc sur la situation propre en Belgique. Vous pouvez cliquer sur le lien ici en dessous et vous tomberez sur l'article qui est de toute façon en open access dans la revue médicale de Liège. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations plus détaillées, qui veulent lire éventuellement de manière plus approfondie.
Alors voilà, deux images simplement pour représenter la thérapie manuelle. Donc le modèle ici Evidence Best Practice qui fait partie de la définition de la thérapie manuelle depuis 2004. La TMO ici au centre avec donc la spécialisation de la kinésithérapie pour les troubles neuromusculo-squelettiques, l'intégration d'évidences scientifiques, la situation biopsychosociale propre à chaque patient, les techniques manuelles bien entendu, thérapeutiques et l'éducation thérapeutique du patient, des traitements hautement spécialisés et un raisonnement clinique qui va aussi dépendre de l'expertise du clinicien. D'accord. Donc voilà ici les recommandations de l'IFOND pour une formation de niveau IFOND, 600 heures de formation totale. Et en Belgique, ça correspond à 75 crédits ECTS pour être reconnu par rapport à cet arrêté royal. Donc ensuite, on a eu un shift de croyance par rapport à ces différents modèles antérieurs. Alors, on a eu vraiment un shift du modèle biomécanique vers le modèle neurophysiologique, biologique, donc anatomopathologique vers le modèle biopsychosocial, une approche unidimensionnelle, par exemple uniquement passive, manuelle, vers pluridisciplinaire, multimodal, active, éducation thérapeutique, etc. Et donc on a vraiment un shift des croyances, d'accord, dans la thérapie manuelle. Et malheureusement, il faut le dire, certaines personnes sont encore dans des anciennes croyances et n'ont pas pris ce chemin, d'accord, de changement de croyance, parce que voilà, d'aucuns ne veulent pas se remettre en question. Ça demande une forme de métacognition, donc de remettre en doute ses propres connaissances, donc de sortir de sa zone de confort, d'accord, de continuer à se former, de se challenger, et, ce qui n'est pas toujours facile d'une part, et aussi voilà, peut-être certaines personnes ne trouvent pas l'intérêt de le faire. Voilà. Personnellement, voilà, moi j'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets. Même si c'est intéressant, quand même, si on s'accroche au modèle Evidence Based Practice, évidemment, de changer ses croyances, sinon ça ne sert pas à grand chose de fitter à ce modèle et de ne pas changer ses croyances. Donc du modèle biomédical vers le modèle biopsychosocial, et donc là à nouveau le chemin est en route, mais tous les professionnels de santé ne sont pas encore dans ce modèle, alors qu'il devrait vraiment aujourd'hui y être. Je rappelle, ça fait plus de 40 ans que ce modèle existe, donc il serait temps qu'il soit appliqué partout. Et unidimensionnel, donc comme j'ai expliqué, la thérapie manuelle n'est plus aujourd'hui uniquement des techniques manuelles, ça fait plus de 16 ans que c'est une approche qui est donc multimodale, d'accord, donc thérapie passive, thérapie active. Alors certaines personnes sont peut-être ici par exemple entre cette croyance-là, peut-être là au niveau de cette croyance-là, d'autres on va dire ici, d'accord, donc chaque thérapeute se situe un peu différemment dans ce shift de paradigme, de croyance, et on espère que progressivement les gens, la majorité des plus jeunes en tout cas, kinésithérapeutes se retrouvent ici, voire déjà au-delà ici, et là ça reste encore à définir, qu'est-ce qui va être la suite des changements de paradigme et de croyance. Alors, si on veut vraiment illustrer un petit peu les changements de croyance, vous pouvez éventuellement lire cet article ici de Braham Jam, d'accord, qui a un petit peu discuté un petit peu justement de ces nouveaux changements de croyances. Nouveau, bon, ça fait quand même déjà plus de 4 ans qu'il a écrit ça, mais par exemple, on va pas toutes les reprendre, mais est-ce qu'un bruit de cavitation, donc de craquement, est nécessaire pour que le patient s'améliore? Il apparaît que non, ce n'est pas une obligation, on ne doit pas absolument entendre ce craquement pour avoir les effets sur la douleur et sur la fonction. Une autre croyance, pour être efficace, la technique manuelle doit être appliquée sur les niveaux vertébraux qui sont douloureux. De nouveau, c'est faux, d'accord? On peut très bien appliquer des techniques manuelles sur les niveaux sus et sous-jacents et avoir les mêmes effets sur la douleur et sur la fonction. Et ça, c'est vraiment très vrai pour la rachis cervical, d'accord? Donc là, on a un strong level of evidence que pour le rachis cervical, on peut très bien traiter à distance. Et c'est une bonne nouvelle, puisque si le patient est très irritable, on peut aller traiter dans une zone qui sera moins douloureuse et donc plus confort pour le patient. On peut aussi éviter tout ce qui est rachis cervical supérieur, où on sait que occiput, atlas et axis, qu'on a plus de risques des effets de la manipulation et même des mobilisations en effet secondaire
par rapport à cette fameuse artère intervertébrale. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le rachis cervical. Cependant, par exemple, pour le rachis lombaire, on ne peut pas affirmer pour le jour d'aujourd'hui qu'on a un strong level of evidence de pouvoir appliquer à différents niveaux, puisqu'il y a, à ma connaissance, pour l'instant, une seule étude qui a montré ça. Donc on a plutôt un niveau d'évidence limité. Et peut-être qu'en fonction des zones du rachis, on aurait des spécificités qui soient un petit peu différentes à cause de l'organisation au niveau de la moelle épinière, tout simplement, et de la collecte de l'information, des inputs au niveau de la moelle épinière qui voilà, pourraient être différentes en fonction du rachis cervical, dorsal ou lombaire. Voilà, évidemment, au niveau du rachis cervical, je rappelle qu'il y a tout le tronc cérébral qui est un énorme centre neurologique, neurophysiologique et neurovégétatif. Alors, voilà, je vous laisserai lire les autres paradigmes. Voilà, il y en a encore 10 autres, il y en a 10 en tout qui sont repris ici. Et si vous voulez avoir un détail, vous pouvez cliquer sur le lien ici YouTube. Et donc tout l'article est commenté ici. Alors, ça dure 36 minutes, mais ça vaut la peine. C'est intéressant comme synthèse de tous les changements de croyance. Alors, un des changements de croyance qu'on peut voir aussi, qui est important, on va prendre l'ancienne manière de penser en termes de hands-on en tout cas, d'accord. C'était fort centré sur l'expertise du thérapeute, d'accord, sur ses capacités palpatoires, sur ses mains magiques, le fait qu'il ait des compétences de mobilisation, de manipulation, et donc tout se focalisait beaucoup centré sur le thérapeute et pas centré sur le patient, l'aspect technique. J'en ai mes mains comme ça, avec tel vecteur, telle force, etc. Il y avait les bons et les mauvais manipulateurs, on va dire ça comme ça. Et donc c'était fort centré sur le thérapeute, alors qu'on sait au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a aucune influence de la manipulation ou de la mobilisation en fonction de la profession. Un ostéopathe, un thérapeute manuel, un chiropracteur, un médecin médecine ostéopathique, s'ils font une manipulation sur un niveau, les effets neurophysiologiques sont les mêmes, les cascades de réactions neurophysiologiques sont les mêmes d'un praticien à l'autre. Donc il n'y a pas de spécificité par rapport à une profession sur les réactions. Qu'est-ce qui va influencer les réactions du traitement? C'est le patient, c'est pas le thérapeute. D'accord. Et donc voilà le nouveau modèle ici, la réalité, c'est que on va intégrer le patient, la confiance que le patient va avoir dans son clinicien, les attentes positives que le patient va avoir par rapport à une thérapeutique. Ici, c'est la technique manuelle, mais ça aurait pu être par rapport à des exercices. La communication qu'il va avoir entre les deux, très importante, et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, la communication pour établir une alliance thérapeutique. Les facteurs d'influence contextuels comme la lumière, la musique, un environnement relax par exemple, tout ça a une influence, d'accord, sur l'évolution favorable de votre patient. Si le cabinet est agréable, on va prendre l'exemple du feng shui par exemple pour aménager un environnement. Ben, l'idée c'est ça, c'est que si on a un environnement de cabinet qui est plus agréable, on aura des effets plus positifs chez le patient. Et donc les effets thérapeutiques ne sont pas liés à l'expertise uniquement du clinicien, mais à la relation soignant-soigné, aux attentes du patient et à d'autres facteurs contextuels comme l'aspect agréable, on va dire, du cabinet, les odeurs aussi, etc. Et donc ça, c'est l'évolution, justement, voilà, des différentes croyances dans les techniques manuelles, mais aussi dans l'activité de rééducation, tout simplement, actif. On pourrait reprendre de nouveau, voilà, ici un article qui explore un petit peu le rôle, parce que c'est un petit peu justement de nouveau encore l'ostéopathie, la thérapie manuelle, on va en parler un peu après. Donc l'ostéopathie qui exploite énormément le toucher, la thérapie manuelle aussi, mais voilà, en ostéopathie, on revendiquerait un toucher plus spécifique. Voilà, les réactions neurophysiologiques sont toujours les mêmes, peu importe la profession. Bref, mais donc du coup, de nouveau, cette pensée de croire que les mains sont l'outil le plus important, c'est un petit peu old school, aujourd'hui en tout cas, à la lumière des évidences qu'on a. Et donc si on prend l'ancienne façon de penser, où les mains avaient vraiment une prévalence très importante, aussi bien dans les anciens thérapeutes manuels qu'en ostéopathie, et on voit ici au niveau plutôt l'information psychologique, donc le fait de se baser son expertise, enfin son action sur des informations scientifiques, les capacités de communication, etc., n'étaient pas très importantes. D'accord, les anciens thérapeutes manuels, les ostéopathes, il n'y avait pas beaucoup de communication, c'était
dans le silence, que ça se travaillait par le toucher léger ou toucher moyen, etc. Et donc c'était une communication par les mains. Alors aujourd'hui, on sait que ça ne suffit pas du tout. Il faut avoir une communication vraiment verbale qui sont importantes. Et donc le changement de shift de croyance, en tout cas en thérapie manuelle, dans les techniques manuelles hands-on de la thérapie manuelle moderne, c'est que la place de toucher prend de moins en moins d'importance et l'aspect psychologique, communication prend de plus en plus d'importance. Et donc on change d'homunculus, donc l'ancien homunculus ici, vers un nouvel homunculus par rapport à ses croyances. Alors vous pouvez prendre le détail ici dans cet article-ci qui explique un petit peu justement les différentes formes de toucher humain qu'on a dans les approches manuelles, toutes les approches manuelles, l'aspect, les propriétés physiques du toucher, les propriétés émotionnelles du toucher, les réactions analgésiques, neurophysiologiques qu'il va y avoir après le toucher, les réponses affectives qu'on peut avoir, et ça va dépendre du niveau d'une personne à l'autre, et la réorganisation somato-sensorielle qu'on va pouvoir aussi mettre en place par ce toucher. Qui, je le répète, n'est pas de nouveau spécifique à une profession. Toute profession où on touche le patient, on a ces mécanismes qui sont en place, que ce soit un massage en shiatsu, un massage californien, ou un kiné, ou un thérapeute manuel, ou encore un ostéopathe qui touche le patient. Donc c'est important de prendre un petit peu tout ça en considération et de mettre plus la relation aussi communication soignée, verbale, d'accord, pas que par le toucher. Alors ensuite, on a vraiment toutes ces notions d'évaluation, de bilan en thérapie manuelle. On a 4 grands axes pour faire un bilan. Idéalement, on doit essayer de passer à travers ces 4 axes, avec ces 4 composantes. Ce n'est pas toujours évident de faire l'ensemble des 4 composantes lors de la première séance. Donc parfois, il va falloir un petit peu éventuellement explorer d'autres composantes au fur et à mesure et en fonction de l'hypothèse première, secondaire, etc. qu'on va voir chez les patients. Alors les 4 axes sont la composante articulaire, très importante dans l'ancien système, mais toujours importante dans le nouveau système, avec des tests de provocation de la douleur, essentiellement qu'on va faire en thérapie manuelle, avec des mouvements combinés, par exemple, qu'on va faire aussi dans cet examen. On peut éventuellement analyser la résistance, est-ce que c'est hypermobile, mais c'est pas du tout plus fiable, plus reproductible. Donc on aime bien en thérapie manuelle plutôt se baser sur la reproduction de symptômes et sur la modulation de ces symptômes. C'est beaucoup plus reproductible. Après, on a la composante musculaire, et dans l'aspect musculaire, il y a énormément de choses. Il y a les tests fonctionnels, il y a le gainage ou la stabilisation, il y a tout ce qui est endurance, force, contrôle moteur, les rétractions myofasciales, donc les raideurs musculaires, les syndromes myofasciaux douloureux, les trigger points, etc. Donc la palette musculaire est très très large. Il y a beaucoup de choses à aller investiguer dans cette planète, dans cette composante. Une autre composante, c'est la composante neurodynamique, douleur neurale d'origine neuropathique. On peut utiliser du quantitative sensory testing, donc du print touch, etc. pour évaluer le toucher, chaud-froid, pour voir un petit peu les notions d'hypoesthésie par exemple. On peut faire des tests neurodynamiques pour provoquer des symptômes. Donc si je viens mettre en tension ici mon nerf médian, est-ce que je vais avoir une douleur par exemple ici, des picotements dans les 3 doigts, etc. Donc tout ce qui est test neurodynamique, intéressant aussi pour nous aider au diagnostic. Donc on base toujours de toute façon un diagnostic, je le rappelle, ou une hypothèse sur la convergence de différents tests et pas sur un seul test. Et puis on a la fameuse composante plutôt psychosociale, qui est très très importante, avec donc les croyances, le comportement, les émotions, toute la famille, tout comment ça se passe au niveau de la famille chez le patient, l'application du travail dans les symptômes peut-être du patient, le phénomène de sensibilisation centrale, donc d'hyperactivité du système nerveux central, la kinésiophobie, la peur du mouvement, et donc différents mécanismes de douleur qu'il faut identifier. Et bien entendu les facteurs d'hygiène de vie qui sont très complémentaires et qu'on pourrait intégrer là tout à fait. Et donc une fois qu'on a fait l'ensemble, on a vu une mesure complète du patient dans ses différentes composantes, on va déjà mieux pouvoir cibler le patient et établir des objectifs de traitement avec lui et essayer de partager ces objectifs de traitement avec le patient pour qu'il soit d'accord et que ce soit une participation, une collaboration.
Donc, ensuite, comme j'ai expliqué, donc la thérapie manuelle comprend différentes formes de techniques hands-on, d'accord? Et donc, on a des techniques qui sont purement passives à 100%, hein, donc techniques purement passives ici, par exemple les manipulations vertébrales, les mobilisations neurales, les soft tissue techniques, myofascial release par exemple, fasciathérapie. On a des techniques qui sont plutôt activo-passives, comme par exemple les muscles énergie techniques, contractile lâché, musculaire ou bien articulaire. Et on a aussi les mobilization with movement, donc techniques plutôt dites de Mulligan, d'accord, mobilisation active avec mouvement. On a aussi des techniques plutôt hands-off, d'accord, et donc là c'est plutôt justement de nouveau techniques actives de contrôle moteur, de stabilisation, d'exercices préférentiels type McKenzie, d'activité physique. Et on a aussi les communication skills, donc c'est les capacités de communication du patient, savoir développer de l'empathie, de la bienveillance envers autrui, du positivisme, faire de l'éducation thérapeutique aux patients sur, par exemple, les conseils d'ergonomie, sur des conseils sur l'hygiène de vie, sur le modèle biopsychosocial, expliquer la douleur, donc expliquer la douleur d'un point de vue neurophysiologique, établir des objectifs avec le patient partagés, et avoir une overview de tout le modèle biopsychosocial et des facteurs d'hygiène de vie et se concentrer sur les facteurs qui sont modifiables par le patient et avec votre aide et accepter, faire un travail d'acceptation, de résilience vers les facteurs qui sont non modifiables. Ça ne sert à rien de s'acharner sur les facteurs qui sont non modifiables, il faut essayer justement de se diriger vers les facteurs qui soient modifiables. Approche plurifactorielle du traitement de la douleur. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite, en fonction un petit peu des concepts de thérapie manuelle, on a ce qu'on appelle la notion d'héritabilité. Alors c'est pas présent dans tous les concepts de thérapie manuelle, mais plutôt dans les concepts de thérapie manuelle australiens, d'accord? Cette héritabilité, souvent est classée en deux points très dichotomiques, soit très héritable, soit peu héritable. En réalité, il s'agit d'un continuum entre ces deux points ici. Et un patient peut très bien être dans l'aspect très héritable ou au milieu, ou être peu héritable. Donc il y a vraiment un continuum, il faut voir à quel niveau se situe le patient. Si le patient est très héritable, en gros, ça veut dire on peut facilement provoquer la douleur, et une fois qu'on a provoqué la douleur, elle disparaît lentement. Si le patient est peu héritable, c'est difficile de provoquer la douleur, et il faut aller très loin dans la contrainte, et une fois qu'on a provoqué la douleur, elle disparaît assez vite. Et donc la prise en charge va varier en fonction de l'héritabilité du patient. Donc ça c'est important de bien comprendre. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, j'ai ma petite fille qui pleurait, donc j'ai été la chercher pour essayer d'avancer dans le cours. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la thérapie manuelle, ici, vous pouvez lire cet article, vous avez de nouveau le lien au-dessus niveau YouTube, et où on explique bien, dans cet article, on a écrit avec des collègues, qu'il y a cette combinaison de techniques hands-on et hands-off est importante pour améliorer les évaluations du patient et améliorer donc l'efficacité du traitement. Donc ça intègre bien cette notion intégrative par rapport aux effets de la thérapie manuelle. Alors si on prend les mécanismes d'action de la thérapie manuelle, on a des aspects qui sont plutôt des effets qui sont au départ plutôt biomécaniques, d'accord? Quand on va mobiliser ou manipuler une vertèbre, on va avoir des effets qui sont biomécaniques au départ. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais c'est une réalité, d'accord? Donc si on fait des IRM des vertèbres, on voit un gapping des facettes articulaires après les manipulations, et donc on a vraiment une action biomécanique qui est importante par rapport aux mobilisations ou bien aux manipulations. Et grâce aux techniques d'imagerie, au jour d'aujourd'hui, on peut voir tout ça.